Bon, bonjour à vous et à tous les nouveaux. Vous n'avez pas été tenté d'aller à la campagne avec ce beau temps? Bien. Bon, en tout cas, merci d'être là. Vous connaissez le thème de cette conférence d'aujourd'hui, la manipulation des foules. Les foules. Je vais être amené, bien entendu, à reciter un certain nombre de textes que j'ai déjà évoqués. D'une part, parce qu'il est toujours bon de répéter les choses, et d'autre part, parce qu'à chaque réunion, il y a de nouvelles personnes qui viennent. Et évidemment, il faut tout de même les informer pour qu'ils comprennent le pourquoi du comment de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, pour commencer, une question. Que recouvre le mot démocratie? Si on en juge par sa racine grecque, ça veut dire le gouvernement du peuple ou par le peuple, comme vous voudrez. Ce que Montesquieu a traduit par son célèbre sophisme, que je cite, « Le peuple dans la démocratie est à certains égards monarque, à certains sujets, par ses suffrages qui sont ses volontés. La volonté du souverain et le souverain lui-même. » Oui, d'accord. Mais qu'advient-il si le souverain, le peuple, délègue son pouvoir à des représentants qui le trompent? N'est-ce pas ce que nous vivons tous les jours, à chaque élection? Et c'est en cela que réside le génie malfaisant des auteurs de la Révolution dite française. En donnant au peuple l'illusion de pouvoir par le bulletin de vote, qui n'est qu'un pseudo-pouvoir déconnecté de la réalité et manipulable. À partir de là, on constate que le citoyen va devoir former son opinion sur les données qu'on lui donne au travers des médias. Il n'y a plus aucun rapport de proximité entre le citoyen et la situation qu'il vit localement, dans son métier, dans sa région. Tout est artificiel, on lui présente les faits, on lui explique le pourquoi de ces faits, et il est censé gober tout ça. Et c'est pour ça que l'on peut appeler ce type de démocratie qui a émergé avec les principes de 1789 la démocratie inorganique, parce qu'elle ne repose sur rien, que sur une présentation des faits, point à la ligne. Alors justement, les médias qui présentent ces faits, ils le font en fonction de quoi? Bon, en fonction de ceux qui les détiennent. Qui tient les médias? Avez-vous besoin d'une réponse à cela? Ou l'avez-vous déjà? Qui tient les médias? Ce qui veut dire que qui tient les médias tient la cervelle des citoyens. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Pourtant, c'est pas tellement perceptible de la part de nos concitoyens qui continuent, pour trop de gens encore, à y croire. Et c'est ainsi que fatalement, par sa nature intrinsèquement perverse et fausse, la démocratie inorganique évolue fatalement en plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement par l'argent, ou tout au moins l'argent tenu par les lobbies qui sont derrière. Et les gens qui, très rapidement, ont compris le processus qui allait mener à ce que nous vivons aujourd'hui, tel l'historien Sainte-Beuve, qui disait que l'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes, il raisonne juste sur des bases fausses. Donc vous voyez, tout est dans l'information. Le citoyen n'est pas nécessairement pervers constitutionnellement dans ses jugements, dans les décisions qu'il prend.
Il l'est parce qu'il est manipulé. Donc, il est évident que le citoyen est faussement libre. Et lorsque, par hasard, son bon sens ou un réflexe naturel lui fait comprendre ce qu'il y a de caché et de pervers devant certaines choses qu'on lui propose, exemple le référendum sur la Constitution européenne, qu'il refuse à une bonne majorité, que se passe-t-il? Où est la souveraineté populaire? Eh bien, on va faire repasser, comme l'a fait un certain Nicolas Sarkozy, le même texte sous un autre nom, plus par référendum, mais devant la Chambre des députés. Souveraineté populaire? Ah bon? Ce n'est même plus de la manipulation, c'est un détournement de la volonté populaire. Ainsi, dès ses débuts, la démocratie inorganique va, pour défendre les intérêts qui se cachent derrière elle, devoir manipuler l'opinion publique pour lui faire accepter les décisions qui n'ont absolument rien à voir avec la soi-disant souveraineté populaire, chère à Montesquieu, et encore moins à l'intérêt national. Ainsi, avec cette démocratie issue des sophismes de 1789, on entre dans la manipulation des foules comme moyen de gouvernement. Ce qu'il y a de particulier avec cette démocratie inorganique, c'est la montée en puissance de l'information de masse, qui désormais touche tous les citoyens, où qu'ils soient à travers le monde. C'est ce que l'on peut appeler la mondialisation de l'information, où l'on retrouve la même information, traitée de la même façon, que ce soit à Paris, à Londres, à Washington, à Tokyo. Dans toutes les grandes capitales du monde occidental, traitées de la même façon, comme s'il y avait un chef d'orchestre qui disait comment on doit jouer la partition. Autre caractéristique de l'action des grandes démocraties pour faire accepter les révolutions ou les guerres voulues par les lobbies qu'ils contrôlent, il leur faut apprendre au peuple à haïr l'ennemi désigné. D'où les campagnes de presse visant à le diaboliser. Alors, sans remonter aux guerres de religion, ce processus a commencé essentiellement avec la terreur de 1793, les révolutionnaires en ayant besoin pour justifier leur massacre. J'ai signalé d'ailleurs ce processus dans mon livre « La maçonnerie ». Exemple. Les circulaires des Jacobins, Club des Jacobins, notamment sous la plume de Saint-Just, montrent parfaitement la manipulation de l'opinion publique tendant à l'alarmer, à l'indigner pour l'adresser contre le pouvoir royal. Tel par exemple ce petit extrait d'un rapport de Saint-Just qui affirmait contre toute vérité, je cite, « En 1788, Louis XVI fit immoler 8000 personnes. » 8000 ? Pourquoi pas 8001 8020 8050 ? C'est comme les 6 millions. 8000 de tous âges, de tous sexes, dans Paris. C'est dans les œuvres de Saint-Just, ça a été publié à Velay en 1908. Page 231, si vous voulez tout savoir. Ainsi,
le mensonge devient l'arme des révolutionnaires, y compris sous l'aspect rassurant des démocraties. L'exemple le plus fameux fut la fausse nouvelle savamment orchestrée à travers la France de ce que l'on a appelé la Grande Peur, qui fit croire à la menace des brigands, c'est-à-dire les royalistes, qui allaient massacrer le peuple. Et c'est ce faux bruit qui permit de lever ce que l'on a appelé les milices patriotiques, qui allaient être l'élément révolutionnaire au moment de l'éclatement des massacres. Tel fut le début des manipulations de masse pour faire accepter leur plan, le plan des véritables maîtres de la démocratie. Venons-en maintenant à quelques rappels de la manipulation des foules dans le cadre de la montée en puissance du complot mondialiste. Et là, je vais sans doute devoir me répéter par rapport à certaines conférences anciennes. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois, il y a de nouveaux participants plutôt, et qu'il faut tout de même qu'ils connaissent ces textes. Il est incontestable que la montée en puissance du complot mondialiste, qui, comme vous le savez, prend ses racines modernes dans l'utopie des conjurés de la Révolution dite française, ce qu'ils ont appelé la République universelle, qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale. Donc, c'est à partir de la Révolution dite française que commence cette utopie d'un grand gouvernement mondial qui imposerait la paix dans le monde, etc. Paix dans le monde, plus on voit le complot qui avance, plus on voit des massacres à travers le monde. Ça commence donc mal pour le projet. Quant aux racines anciennes, là je vais me répéter encore, vous le savez pour ceux qui sont déjà venus à plusieurs reprises ici, qu'elle découle de cette espèce de paranoïa juive qui, considérant que le Christ ne leur apportait pas le pouvoir dans le monde qu'ils en attendaient, se décrétaient le Messie non seulement de leur peuple, mais de l'humanité toute entière, pour pallier justement ce que le Christ ne leur avait pas apporté. C'est d'une simplicité, je dirais, biblique. Et c'est un fait. Quand on analyse la façon dont les guerres ont été faites à partir du XVIIIe siècle, donc avec l'apparition de la Révolution, on constate un certain nombre de changements dramatiques. Jusqu'alors, les guerres étaient faites par des professionnels, des militaires, et les populations civiles n'intervenaient pas en tant que combattantes. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elles étaient en principe protégées. Hélas, malheureusement, les guerres comportent toujours leurs atrocités. Il y avait des exactions, des troupes d'occupation, mais c'est pour cela qu'il y avait aussi des cours martiales qui jugeaient les auteurs de ces crimes sur les populations civiles et qui, quand on les attrapait, étaient passés par les armes. Or, à partir déjà de la Révolution française, on va voir émerger ce phénomène pendant les guerres napoléoniennes en Espagne, où des populations civiles espagnoles, armées par les Anglais, vont combattre les troupes de Napoléon par différents moyens, y compris en empoisonnant les puits. Réaction de la troupe d'occupation, je ne dirais pas tout naturellement, mais c'est le réflexe, eh bien on passe par les armes, les populations, où a eu lieu l'attaque contre les troupes. Et bien entendu, la Deuxième Guerre mondiale arrive, on va retrouver le même phénomène. Ça va prendre un autre nom, enfin ça va prendre un nom à ce moment-là, qu'il n'en avait pas à l'époque.
On va appeler ça la résistance. Ah! Et en son nom, ça devient sacré. Mais le problème, c'est que cette résistance de civils armés contre l'occupant va à nouveau mettre la population civile innocente, impliquer plutôt les populations civiles innocentes dans un combat qu'elles ne souhaitaient pas. On les implique malgré eux. Et la troupe de l'occupation, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se fait tirer par des maquisards, des résistants? Elle passe par les armes, les villageois, où la chose s'est produite. C'est dramatique, mais c'est un engrenage qui a été voulu par la résistance gaulo-communiste. Ils ont voulu créer le drame selon la bonne vieille formule, action-réaction. On attaque un militaire, ça provoque des réactions contre des populations civiles, ce qui justifie de nouveaux attentats, et ainsi de suite. Et on dramatise la situation. Donc vous voyez comment, à partir de l'installation de gouvernements démocratiques, les populations civiles qui ne sont, la plupart du temps, pour rien dans les conflits, puisqu'on ne leur demande pas leur avis, en plus de ça, vont devenir des otages. J'ai parlé à l'instant de l'Espagne. Vous connaissez, j'espère, le tableau de Goya, le 13 de Mayo, qui représente justement une représaille de l'armée napoléonienne contre des villageois, je ne sais plus pour quelle raison, soit parce que les troupes avaient été empoisonnées par l'eau empoisonnée des puits, ou pour une autre raison. Donc vous voyez, ça vraiment, on peut dater le début de cette implication des populations civiles contre leur gré à partir du phénomène révolutionnaire de 1789. Autre élément que l'on constate aussi de cette modification, de cette transformation de faire la guerre, c'est une autre implication des populations civiles qui deviennent désormais la cible de bombardements de masse. Les bombardements de masse ne sont plus faits nécessairement pour détruire des objectifs militaires, qui eux sont en général bien défendus, mais on s'attaque aux populations civiles quasiment pas défendues, par des moyens de batteries antiaériennes, etc. D'où tous ces bombardements qu'il y a eu pendant la dernière guerre mondiale. Je vais évoquer pour la énième fois, bien entendu, Dresde, brûlé au phosphore à 3 ou 4 reprises, pas plus tôt que les sauveteurs sortaient pour essayer de sauver les malheureux brûlés, qu'arrivait une autre vague qui brûlait les sauveteurs et les nouvelles victimes, et ainsi de suite. Telles sont les guerres de la démocratie. Hiroshima, Nagasaki, un détail de l'histoire. Et voilà comment ces gens-là font évoluer leur plan par des crimes contre l'humanité. Ceux-là sont des vrais. Et quand on pense que l'auteur des tapis de bombes anglo-saxons, le maréchal de l'air anglais Harris, a une statue en Allemagne, on trouve que les compatriotes sont mous, lâches, tout ce que vous voudrez, mais que dire des Allemands?
Lorsque l'on analyse les prémices des conflits modernes, on constate qu'ils commencent toujours par une manipulation de l'opinion publique. Et on constate la chose suivante, il y a soit un attentat, une provocation, soit une révolution. Révolution orange, vous savez ce que c'est, mais avant même cela, c'était le processus. Alors là, je vais encore faire quelques rappels pour les nouveaux venus. Le pseudo-sabotage le 15 février 1898 du vieux croiseur américain en baie de la Havane, le Maine. C'est grâce à l'imputation de cet attentat aux Espagnols que les États-Unis ont pu déclarer la guerre, avoir une justification pour déclarer la guerre à l'Espagne et mettre pied à Cuba et aux Philippines. Encore un rappel, l'utilisation lors de la Première Guerre mondiale de paquebots civils transportant secrètement du matériel militaire pour l'Angleterre, tel le Lusitania. Vous allez sur Internet, vous avez quasiment tout dessus. Qui venait des États-Unis avec des passagers américains, civils, en route vers Liverpool, qui fut torpillé le 7 mai 1915 par un U-boat allemand, alors que Churchill avait fait supprimer l'escorte qui était prévue. Si ce n'est pas une provocation, ça, je voudrais bien qu'on me dise ce que c'est. Mais l'émotion créée par ce lâche attentat contre paquebot civil allait permettre aux Américains de justifier leur entrée en guerre. Et on recommence. Et on recommence. Quant au bateau en question, le Lusitania, je l'ai cité d'ailleurs dans le complot mondialiste, c'est l'historien anglais Henry Barnes qui révèle la chose dans son livre The Genesis of War. Et puis, il y eut l'assassinat de l'attaché de l'ambassade d'Allemagne à Paris, Ernst Honrath, par le terroriste juif Herschel Greenspan, qui allait déclencher quoi? La nuit de cristal. Et que fut la nuit de cristal, dont on nous parle régulièrement comme un crime de l'Allemagne nationale-socialiste? Ce fut une réaction populaire d'exaspération contre les juifs, contre les magasins juifs, tout simplement, qui venait se rajouter au blocus économique institué par le monde économique juif et anglo-saxon. Et vous voyez comment de provocation en provocation, on arrive à provoquer, c'est le cas de dire, la réaction de l'ennemi qu'on veut abattre, tout en se donnant bonne conscience. Et puis, il y a eu le piège tendu aux Japonais par Roosevelt. Alors là aussi, c'est joli comme provocation. C'était sur fond de concurrence économique entre le Japon, qui s'était très fortement développé économiquement, et qui gênait l'industrie américaine. Et Roosevelt avait institué un blocus du Japon, comme contre l'Allemagne, exactement la même chose. Et les Japonais, voyant que les Américains ne voulaient pas discuter avec eux, ont cru malin d'attaquer Pearl Harbor. Curieusement, là encore, vraiment, quelle curieuse coïncidence, il n'y avait que de vieux ratios, mais il y avait l'équipage avec. Et on parle d'environ 3000 morts parmi ces équipages du fait de l'attaque de Pearl Harbor. Et là encore, à quoi cela a servi? Mais tout simplement à donner un prétexte face à l'opinion publique américaine de déclarer la guerre à l'Allemagne. Et on recommence le même scénario, le même processus. Ainsi, le processus de manipulation des foules commence dialectiquement par la diabolisation de l'ennemi qu'on veut abattre. Il sera décrit comme un monstre,
pour entraîner l'adhésion populaire, ce qui justifiera la politique de terreur contre les populations civiles dont je parlais tout à l'heure, soumises au bombardement de masse. Et puis on arrive tout doucement, après la chute du communisme, à la déstabilisation de la Fédération de Yougoslavie, avec son éclatement, Fédération de Yougoslavie justement, qui avait eu tout de même l'immense intérêt de faire tenir tranquille les Balkans, qui avait toujours été une zone agitée. Au moins ça se tenait tranquille. Eh bien, vous savez ce qu'il en sortit. Les différents peuples de la région se sont entretués, les Serbes, les Bosniaques, les Kosovars, albanophones, etc. Et on est arrivé à l'implantation de ce pays musulman au sein de l'Europe grâce à l'action américaine appuyée par l'ONU. Et cornaquée par un certain représentant de l'ONU, M. Bernard Kouchner. Je ne vous rappellerai pas ses origines semblables à celles de Sarkozy. Non. Il avait des choses à apprendre. Rappelez-vous le rôle qu'a joué justement dans cette affaire une certaine Madeleine Albright, de son vrai nom Cornell, une juive d'origine tchèque, naturalisée américaine, qui a été le grand artisan de cette énième guerre pour besoin de la progression du complot mondialiste. Et alors, curieusement, on va voir à partir de là, ça date à peu près de là, la campagne contre la Fédération yougoslave, la Serbie et compagnie, puis les guerres contre l'Irak, on va voir apparaître des formules. Guerre préventive, droit d'ingérence, conscience universelle. Et que voulez-vous dire contre cela? On a commencé par vous décrire l'ennemi comme étant atroce, tortionnaire, dictateur, etc. Donc il faut combattre contre eux pour instaurer la bonne démocratie bien pacifique. Et puis on massacre les populations civiles pour faire avancer la chose. Au nom de la conscience universelle. Et alors, le plus beau de l'affaire, c'est que ces guerres préventives, au nom du droit d'ingérence justifié par la conscience universelle autoproclamée, sont déclarées sans même consultation des parlements. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, la même chose. Et la souveraineté populaire, où est-ce qu'elle est dans tout ça? Pourtant, de la part de sociétés dites démocratiques, ce serait tout de même la moindre des choses de faire appel à l'avis du peuple avant de l'envoyer se faire massacrer sur les fronts. Bien non. Alors, on ne lui demande pas son avis, parce qu'il ne serait peut-être pas d'accord pour donner son avis, pas plus qu'il l'a été plus tard pour la Constitution européenne. Je ne vais pas me répéter. On est donc dans le mensonge perpétuel au service du plan messianique. Et ce processus ira en s'accélérant, se renforcera du fait de l'absence d'opposition des pays européens complices, sinon passifs, face aux intérêts américano-sionistes, alliés à l'islam le plus radical et ennemi juré de l'Occident chrétien. Rien de neuf, puisque en fait cette alliance remonte à l'émergence de l'islam, utilisée dès ses prémices par le judaïsme contre le christianisme. Alors, depuis quelques mois, je ne sais même pas s'il y a déjà un an, on assiste à un phénomène curieux, nouveau,
qui apparaît comme ça, comme, je ne dirais pas comme par miracle, mais spontanément. Spontanément. Bon. C'est l'apparition, comme par magie, de l'État islamique. Et d'où il sort celui-là? Comment se fait-il qu'il apparaisse aussi fort comme ça du jour au lendemain? Pour ceux qui ne sauraient pas encore, je voudrais rappeler ce qu'a révélé Edward Snowden, qui est un ancien de la CIA et de la NASA, qui a révélé que le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, est en réalité Simon Elliott, si vous préférez, un espion juif du Mossad. Alors, ça explique pas mal de choses quand même. Et alors, c'est intéressant d'observer qu'avec ce nouvel acteur, l'État islamique, on rentre dans une manipulation des foules encore plus sophistiquée, si l'on peut dire, et surtout d'une apparente contradiction. Alors que l'on sait sans l'ombre d'un doute que l'État islamique a été créé comme Al-Nusra en Syrie contre Bachar el-Assad, comme Al-Qaïda contre les soviétiques, de toutes pièces par les services américains, les médias nous font part de bombardements américains soi-disant contre les bases de l'État islamique. Or, cet État islamique, on nous dit qu'il ne cesse de progresser. Qu'est-ce que c'est que ces bombardements qui ne brisent pas l'élan de cet État islamique? C'est tout curieux. Les bombardements anglo-saxons pendant la Deuxième Guerre mondiale ont su régler le compte au Troisième Reich et au Japon impérial. Les bombardements contre la Serbie ont su mettre à genoux Belgrade. Contre Saddam Hussein, les deux guerres ont su mettre à genoux notre ami disparu. De même en Libye avec Kadhafi. Et là, curieusement, avec tous les moyens encore plus sophistiqués aujourd'hui de l'aviation américaine et française aussi, ils ne sont pas fichus de détruire les convois de camions et de chars donnés comme étant ceux de l'État islamique que l'on voit à la télévision. Dans des régions désertiques, même pas de montagne particulièrement, tout au moins dans les images qu'on nous montre, et on n'est pas fichu de les détruire. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est plus sophistiqué encore, et c'est une contradiction absolue. On fait semblant de combattre un ennemi, mais on le pousse en avant. Voilà ce que sont nos démocraties, au nom de la conscience universelle. Alors on a différents éléments qui montrent cette collaboration entre le monde américano-sioniste et notamment Israël, sur place, et dans la mesure où les combattants de l'État islamique, comme de Al-Nusra ou de Al-Qaïda, sont soignés en Israël. Et puis, il y a des textes qu'on voit apparaître qui sont d'une clarté absolue, aveuglante, de cette duplicité américano-sioniste, telle cette information du Washington Post qui a été citée par le quotidien libanais Al-Akhbar, je cite, « Outre les aides offertes par Israël, l'Arabie, le Qatar, la Turquie et la Jordanie aux terroristes takfiristes dans le sud syrien, la CIA a attribué à ses miliciens un budget annuel d'1 milliard de dollars. La CIA s'est chargée d'entraîner et d'armer des milliers de terroristes takfiristes tout en mettant à leur disposition des renseignements. Les frais de ce plan constituent un 15e du budget annuel de la CIA. »
J'ai la référence, vous trouverez ça, ceux qui sont abonnés à la politique trouveront ça dans le prochain numéro de la politique, et avec les références du Washington Post, d'où est extrait ce texte. Ainsi, face aux pays arabo-musulmans, réfractaires au nouvel ordre mondial, les États-Unis et Israël tentent d'installer sur les ruines de l'Irak, de la Syrie, de l'Afghanistan, du Pakistan, du Soudan, de la Libye et jusqu'à l'Algérie, des califats islamiques sous tutelle américano-sioniste. Et cela dans le même temps où l'on prétend nous indigner des crimes de l'État islamique. Fabriqués par qui? Par les Américains et Israël. Vous avez vu les actualités hier? Ce malheureux égorgé, décapité, ça vient chez nous. Et pourquoi ça vient chez nous? Mais parce que tous nos présidents de la République, surtout à partir de Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui encore plus avec Hollande-Valls, nous imposent une immigration d'où sortent ces assassins. Avez-vous éventuellement entendu dire qu'on allait couper l'immigration pour nous prémunir de ce public criminogène? Ben non! Non seulement ça, mais on vous dit que pour accueillir les migrants qui traversent la Méditerranée, on va les installer dans les villages de France qui sont dépeuplés. Donc, même la vieille France profonde dont on se gargarise pour se rassurer, ben voilà, c'est le plan mondialiste de submersion des nations par une politique de changement de population. Un autre texte que je voudrais vous citer, celui de quelqu'un que vous connaissez peut-être, puisque je l'ai cité dans mon livre « Le complot mondialiste », Michael Lydon, qui fait partie de toute cette bande de néoconservateurs américains, c'est-à-dire d'ex-trotskistes juifs américains qui naviguaient dans l'entourage de George W. Bush. C'est dans son livre, et admirez le titre de son livre, The War Against the Terror Masters, ce qui veut dire la guerre contre les maîtres de la terreur, qui date de 2002, septembre 2002. Je cite. D'abord, nous devons en finir avec les régimes terroristes, à commencer par les trois grands, Iran, Irak et Syrie. Puis nous nous occuperons de l'Arabie saoudite. Nous ne voulons de stabilité ni en Irak, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Iran ou en Arabie saoudite. Nous voulons que les choses changent. La question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire. Alors, avez-vous remarqué la transposition du terme terroriste? Ce ne sont plus les États-Unis et Israël qui arment les terroristes d'Al-Qaïda, d'Al-Nusra ou de l'État islamique qui sont des terroristes. Non, ce sont les pays qui sont agressés, la Syrie, l'Iran, etc. Non mais vous voyez cette manipulation des foules par cette dialectique de nos démocraties. Et l'on voit là l'utilité du montage du 11 septembre 2001, qui a été un acte fondateur de cette politique. Je ne dirais pas que tout a commencé là, mais tout s'est accéléré là. Ça a été le prétexte pour déstabiliser
l'Afghanistan, l'Irak, etc., la Syrie, puisque la Syrie a suivi après, c'est l'acte fondateur de cette politique. Le 11 septembre est l'acte fondateur de cette politique. Et pour résumer les choses, disons que désormais, les États-Unis et Israël, par la présentation frauduleuse de l'événement, en septembre, par la manipulation des opinions publiques, s'efforcent de dénoncer les méchants qui en veulent à la paisible Amérique et à ce petit peuple courageux, Israël. J'ai, notamment dans une des conférences, mis en lumière le rôle clé de Vladimir Poutine comme barrage et contre-feu à cette politique hégémonique américano-sioniste. Il suffit d'ouvrir un journal ou d'ouvrir la télévision pour constater à quel point il est honni par toute cette presse. Et leurs valets européens. Il faut tout de même le rappeler aussi. Mais ce qu'il y a d'amusant et de rassurant quand même, c'est de voir comment Vladimir Poutine leur rend coup pour coup. Les Américains cherchent-ils à contourner la Russie par un côté ou par l'autre? Que Poutine va trouver des alliances, installer des bases dans des pays proches de pays sous la tutelle américaine. Amérique du Sud ou centrale, Moyen-Orient, jusque maintenant, dernièrement, avec la Grèce. Puisqu'il est en train d'installer une base maritime en Grèce, sans compter le gazoduc qui va être financé à 50% par la Russie et à 50% par la Grèce, mais avec un prix russe. Donc de toute façon, c'est la Russie qui paye. Quel est l'intérêt de ce gazoduc, qu'on appelle le gazoduc Sud-Europe? C'est que ça va permettre de contourner l'Ukraine, qui n'est pas sûr, bien entendu, pour pouvoir approvisionner les pays européens, qui en ont quand même besoin, quoi qu'ils en disent. Donc, vous voyez, il rend coup pour coup. Tu me fais cette crasse, je te réponds comme ça. Mais le pire pour les États-Unis, c'est la politique économique que Poutine est en train de mettre en place avec les pays du BRICS, avec la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc., donc une partie du BRICS, par lequel les échanges commerciaux vont se faire désormais hors dollar. Est-ce que vous voyez ce que cela veut dire à terme? C'est une occasion unique de voir s'écrouler l'empire américain. Et vous comprenez pourquoi je reviens si souvent sur le rôle de certains individus dans nos milieux, tel un Pierre Hillard. Et il y en a un autre aussi, comme il s'appelle déjà, Yves-Marie Lolland, qui ne cesse de critiquer Poutine, de dire qu'après tout, ce n'est qu'un mondialiste lui aussi. Ah bon? Ça n'a pas l'air d'être du tout l'avis des mondialistes, des réels mondialistes. Parce qu'ils font tout pour essayer de le contrer. Donc c'est tout de même curieux. Et là, je voudrais vous rappeler une chose, d'une part que Pierre Hillard, tout de même souvent invité dans les grands médias, mais le Yves-Marie Lolland aussi a un parcours tout de même assez intéressant. Il a travaillé aux finances, puis aux affaires étrangères avec Michel Debré. Il a travaillé au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, puis comme président du comité économique de l'OTAN, avant de fonder l'Institut de géopolitique des populations. Mais n'est-ce pas là le parfait profil d'un mondialiste?
Donc vous voyez, les propos qu'il tient contre ce malheureux Poutine sont quand même quelque peu intéressés. Que retenir de l'ensemble de tous ces faits? Sinon, ce que j'ai déjà appelé, lors de conférences précédentes, oui, une conférence en tout cas, que j'avais appelée les crimes d'État du mondialisme messianique. Sinon, qu'on nous met en place des attentats sous fausse bannière, ce que les Américains appellent false flag, dont l'horreur va permettre, sous prétexte de sécuriser les populations civiles, d'imposer des lois restrictives. Et toute la progression des attentats ou pseudo-attentats qu'on a eus en France, au moins déjà la fermera. Je ne vais pas remonter, le 11 septembre, les attentats de Madrid, ceux de Londres, donc la fermera, Charlie Hebdo et l'hypercachère, et puis l'histoire du malheureux Glam, l'Algérien, là, qu'on a accusé, je ne sais pas sur quelle base, ah oui, si, je sais sur quelle base, on a trouvé son sang sur la voiture de la malheureuse Aurélie, qui l'aurait brûlée. Alors, petite observation déjà, quand un criminel brûle une voiture qu'il a utilisée, c'est pour effacer les traces. Ah bon? Et on a trouvé son sang dans une voiture qu'il aurait brûlée pour effacer ses traces. Ah, mais quelle chance! C'est comme les passeports au moment du 11 septembre qu'on a retrouvés dans les décombres des tours. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fout un petit peu de vous quand même? Un petit peu. Et puis on nous dit aussi que vraiment ce maladroit, en tuant la jeune fille, la jeune femme, s'est tiré une balle dans le pied, je viens de le dire. Et puis qu'il a appelé le SAMU pour se faire soigner. Oui, mais en plus de ça, alors, riez pas, voyons, en plus de ça, dans sa voiture, il y avait des kalachnikovs. Et pourquoi il n'est pas allé directement au commissariat se dénoncer? Non mais, et vous ne trouvez pas que nos gouvernants, quand ils nous sortent toutes ces choses-là, nous prennent vraiment pour des, je m'excuse mesdames, des couillons? C'est tout de même extraordinaire. Et ne trouvez-vous pas aussi curieux que l'affaire du jeune Algérien Glam, ou je ne sais plus exactement comment ça se prononce, soit apparue juste au moment où commençait la discussion sur la loi du renseignement. Et là encore, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué sur l'émotion. Faire peur aux populations, vous comprenez, nous, on vous défend, moi, Manuel Valls, moi, Bernard Cazeneuve, je vous défends, il faut une loi, je vous assure, pour vous défendre. Si on ne fait pas cela, on ne pourra pas vous défendre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette loi qui ressemble furieusement au Patriot Act qui avait été installé, je dirais quasiment au lendemain du 11 septembre 2001, sur ordre de Bush, qu'il avait confié à un certain amiral Poindexter que l'on sait être franc-maçon. Or, M. Valls et Cazeneuve, que sont-ils? Deux francs-maçons du Grand Orient. Quelle coïncidence! Évidemment, ce n'est pas un complot. Et c'est comme ça que, pas à pas, le mondialisme tente d'imposer sa dictature mondiale. Pour terminer, je voudrais revenir sur le drame des migrants qui pousse à nos portes.
vous dirai pas hypocritement que je suis quelque peu étonné que pas un commentateur de nos charmantes chaînes de télévision, qui s'apitoie sur le drame de ces malheureux, ne relève tout de même la relation de cause à effet entre la décolonisation et le drame de ces populations, sans compter la politique américano-sioniste de déstabilisation, comme il s'en vante. Je vous ai donné les textes tout à l'heure, au Moyen-Orient. Parce que ces gens qui fuient, c'est pas pour venir bénéficier de notre soleil parisien ou autre, ils fuient parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne mangent plus, parce qu'on les chasse de chez eux, tout simplement. Eh bien non, on n'en parle pas. Et puis, bien timides, très bien rares sont ceux qui osent de temps en temps évoquer tout de même la responsabilité d'un certain Nicolas Sarkozy, d'un certain Bernard-Henri Lévy, d'un certain Cameron, pour le plus grand plaisir de Washington, qui ont fait la guéguerre à Kadhafi et qui l'ont liquidé de façon ignominieuse, comme vous devez le savoir. Ce sont eux les véritables responsables. Et maintenant, au lieu d'essayer d'endiguer cette vague supplémentaire de migrants, mais non, j'ai fait allusion, je crois, tout à l'heure, à moins que ça n'ait été ce matin, eh bien non, on va les mettre dans nos campagnes pour repeupler ce que nos gouvernants ont dépeuplé, en retirant la poste, la gendarmerie, les tribunaux, etc., etc. Donc, vous voyez, non, c'est hallucinant. Nos territoires sont désertifiés par la volonté du pouvoir, et on vient nous dire qu'on va mettre ces migrants, qui ne savent même pas parler français, pour repeupler et redynamiser nos régions. Il y en a eu plusieurs qui l'ont dit. Il y en a plusieurs qui l'ont dit. Raffarin, Gégaud, il y en a eu plusieurs. Quand vous entendez ça, vous n'avez pas envie de prendre une Kalachnikov? Puisqu'on parle tellement de Kalachnikov. Ah ben oui, quand même. Ça va tellement s'entraîner un peu. Ça va devenir nécessaire. Et pas un, bien entendu, ne va faire le rapport de cause à effet, je répète, avec la décolonisation qui a commencé avec quoi? Mais avec le discours de Brazzaville d'un certain De Gaulle. Hein? 30 janvier 1944, pour tenir ses promesses à Roosevelt et pouvoir accéder au pouvoir. Non. Bon, on est devant une situation. On veut préserver notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans cette situation, il y a, à mon avis, 3 mesures qui sont complémentaires d'ailleurs entre elles. Premièrement, puisqu'on a encore quelques rafios qui flottent, on pourrait déjà bloquer le départ des bateaux des côtes africaines, débarquer les populations qui sont à bord, sur place, couler les bateaux, fusiller les passeurs. Je vous garantis qu'avec 3 exemples comme ça, il n'y aura plus beaucoup de gens qui voudront jouer aux petits passeurs. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Nos gouvernants ne veulent pas. Ils ont besoin de cette immigration supplémentaire pour leur plan de submersion des pays européens. Et au Moyen-Orient, il y a une chose qui est absolument nécessaire. Évidemment, ce n'est pas avec un Hollande ou si Sarkozy revient au pouvoir qu'on y arrivera. Je compte effectivement énormément sur la Russie de Vladimir Poutine et sur l'Iran. Il faut liquider l'État islamique. Et c'est une chose faisable, puisqu'on nous a montré, grâce au bombardement Deuxième Guerre mondiale et suite, que quand on veut anéantir
un ennemi, on peut parfaitement l'anéantir, au lieu de l'aider. Et troisièmement, et là peut-être que je vais vous surprendre, vous choquer, certains, nous devons recoloniser. Et je prône, c'est un souhait d'avenir, je ne sais pas ce que l'histoire nous réserve, c'est un souhait d'avenir, c'est une idée que je lance comme une bouteille à la mer. Nous devons recréer un empire français bicéphale, avec la métropole et les pays qui comprendront que leur intérêt est de s'agglutiner autour de nous. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, bien entendu, elles sont bienvenues, y compris la contradiction. Pour les bombardements, là, vous dites, mais les Américains n'ont pas réussi à vaincre le Vietnam. Comment? Ils n'ont pas réussi à vaincre le Vietnam, les Américains, par des bombardements massifs. Alors, votre question est en partie justifiée. Est en partie justifiée. Je vous dirais simplement qu'il y a une grosse différence, c'est le terrain. Et pourquoi croyez-vous que les Américains ont balancé autant de défoliants? C'est que la végétation tropicale du Vietnam permettait les infiltrations des Vietcong. Mais malgré tout, et alors en plus de ça, c'est une chose d'ailleurs que les Américains ont compris par la suite, c'est qu'ils ont quasiment toujours perdu sur le terrain. Et ils n'ont réussi que par des bombardements. Oui, ça n'a pas marché au Vietnam. Et c'est pour ça que je vous parle de la différence de terrain. Or, en Syrie et en Irak, il n'y a pas de végétation. Donc les infiltrations, et on le voit à la télévision, quand j'ai cité les colonnes de blindés et de véhicules qu'on nous dit être des colonnes du Daesh, de l'État islamique, comment se fait-il qu'ils ne soient pas détruits? Et puis, mais votre observation est très juste. Mais attention, il y a tout de même, les choses ne sont pas toujours comparables. Il y a le terrain qui est différent. je vais vous dire, moi j'ai servi dans une compagnie saharienne pendant 17 mois. Parlez plus fort pour ceux qui sont... J'ai servi dans une compagnie saharienne pendant 17 mois, et vous savez bien que les points d'eau, il n'y en a pas partout. Donc, ils sont coincés. Vous savez, c'est pas difficile, surtout avec les moyens qu'on a de caméras, de visualisation nocturne. Les gars, ils sont cuits. Alors, autre chose, monsieur, pour répondre en partie aussi à votre question. N'oubliez pas une chose aussi, c'est que les États-Unis ont eu une très forte opposition gauchiste aux États-Unis. Très très forte. Très très forte. Vous savez, dans ce genre de choses, moi je suis un pacifiste, contrairement à ce que ça pourrait paraître. Si j'étais au pouvoir, j'agirais par service secret. Liquider ceux qui déstabilisent les pays. J'ai cité, je crois, dans ma dernière conférence, ce mot du cardinal de Richelieu, disant que si on avait empoisonné Erasme et Luther, ça aurait économisé beaucoup de sang à l'Europe. Ben voilà. C'était une autre époque et c'était d'autres hommes. Autre question? Oui? Si vous permettez un commentaire et une question. Oui? Tout d'abord, vous faites remonter à la Révolution française les techniques de désinformation et de massacre de population. Je crois que c'est bien antérieur. Ah ben, si vous prenez la Bible, effectivement. Mais il n'y avait pas les médias à l'époque. Il suffit de lire l'Iliade et l'Odyssée pour voir que la désinformation, ça a toujours été une technique de guerre. Oui. Quant au massacre de population, il faut se rappeler que lorsque les Mongols ont envahi Bagdad, ils ont fait plusieurs centaines de milliers de morts. En général, les civils, on les envoyait en esclavage, mais des fois on les massacrait. Donc ça ne date pas de la Révolution française. Pourquoi citez-vous simplement les Mongols? Pourquoi vous ne citez pas le peuple d'Israël dans la Bible? Ah mais écoutez, je vais vous donner une très bonne source. Écoutez, ça vaut la peine. Après, je vous redonne la parole. Écoutez. Et j'ai eu communication par plusieurs de mes correspondants d'un texte qu'Henri de Lesquen a sorti dernièrement. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a pété les plombs. Ça peut arriver. Il a fait une recension de la Bible.
d'un certain nombre de crimes de masse commis par les tribus d'Israël. C'est pas triste. Voilà. Alors, le Mongol, oui, je veux bien, mais la différence entre cette époque-là et celle qui commence avec la Révolution française, c'est la diffusion médiatique. Et quand j'ai conçu le titre de ma conférence, c'est à ça que je voulais faire allusion, entre autres. Oui, Je peux terminer? oui, terminé, je vous en prie. Bon, j'aurais une question à poser à la fin. On sait bien que la démocratie, ce n'est pas un bon système, mais est-ce qu'il y en a un de meilleur? Bon, mais ça, je garde la question pour la fin. Vous avez parlé de bombarder des navires. Alors, je vais vous citer un exemple que vous connaissez certainement. Avant la guerre, il y a eu un navire transportant des migrants qui a été bombardé par la marine britannique. Il porte un nom célèbre, c'est l'Exodus. Il ne portait pas des musulmans qui cherchaient à envahir l'Angleterre, il portait des juifs d'Europe centrale qui allaient en Palestine. Il n'a pas été bombardé. Mais où est-ce que vous avez vu que la marine anglaise avait bombardé ce bateau? Absolument. L'Exodus a été coulé. Ils ont recueilli les rescapés, évidemment. Non, ils l'ont Non. Ils l'ont accosté et pris d'assaut. Ils l'ont accosté et pris d'assaut. Il va pas être bombardé. Il n'a pas été bombardé ce bateau. Jamais. Alors là, bon, votre question est tout de même intéressante, parce qu'effectivement, ça fait tout de même allusion à un double jeu des Anglais, qui d'un côté ont tout fait pour accueillir par vagues successives des Juifs dans ce qui allait devenir Israël, et qui en même temps, ce sont, pour certains d'entre eux, parce que aussi, la politique anglaise, il y a eu tout de même deux clans. Pour certains d'entre eux, se sont rendus compte que ça allait être à leur détriment, puisque la Palestine était en partie sous le mandat anglais à l'époque. Donc vous voyez, les choses ne sont pas toujours très faciles à discerner, parce qu'il y a différents intervenants, différents intérêts qui jouent et qui interviennent. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, le résultat, c'est que maintenant, l'État d'Israël est installé et dit que c'est volonté au monde. Oui. Pour la démocratie, il y a une meilleure solution. Oui, il y a une meilleure solution, certainement. Je pense que la monarchie, indépendamment des défauts de tout être humain, était une meilleure solution. Pour une raison très simple, c'est que, je crois que j'ai démontré tout à l'heure, c'est que la démocratie, telle qu'elle est sortie de 1789, tombe fatalement sous la coupe de l'argent, la plutocratie. Or, avec une monarchie, ce n'est pas le cas, puisque c'est une famille qui gouverne. Donc, c'est l'intérêt de cette famille qui est superposé à l'état de la nation. Il peut y avoir de mauvais rejetons, on en a eu quelques-uns, mais reconnaissons tout de même que ce n'est pas la démocratie qui a fait la France, c'est la démocratie qui défait la France, alors que c'est la monarchie qui l'a faite. Ah, quand même. Oui, alors à propos du peuple, le démos grec, en France, le peuple, ce sont les gens plutôt modestes, etc. Bon, à l'Allemagne, le peuple, ça n'a pas le même sens. Mais les gens qui ont dirigé et qui ont préparé la révolution dite française ont fait de ce peuple, une vision abstraite, théorique. Tout à fait. Et tellement théorique qu'elle ne correspond Mais bien entendu. au peuple réel, d'où les massacres de Tout à Vendée. fait. Montesquieu dit, c'est parce que j'aime l'humanité que je peux haïr mon voisin. Ah oui. Celui-là, En tiens, plus, encore un qui aurait dû être supprimé à la naissance. Oui, 180 000 morts en Vendée, c'est 19 exécutions, dont certaines, comme le duc d'Orléans, on ne va pas quand même porter le deuil du duc d'Orléans. Bien. Et par la suite, on a, dans ce monde de lutte, qui est né en 1516 avec le livre de Thomas More, Utopie, qui est en train de s'effondrer avec tout le monde d'ailleurs, eh bien, on a continué dans cette lancée, et ces gens-là d'ailleurs se réclament souvent de la Révolution de 89, et même la droite, je termine là-dessus, quand il y a eu l'affaire du cœur de Louis XVII, j'étais à Saint-Denis, eh bien, figurez-vous, on a pu montrer que le révolutionnaire avait assassiné ce pauvre garçon qui ne s'était pas du tout évadé, eh bien, le gouvernement de droite était très ennuyé. Et il parlait du fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette en laissant entendre que c'était le fils aîné. Or, ce n'était pas le fils aîné, parce que le cœur avait embaumé, on l'a radiographé, il n'y avait rien dans le cœur. Donc, c'est bien Louis XVII. Ils étaient très embêtés. Et donc, tout ce courant de pensée politique est fondé sur une vision abstraite. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des raisonnements conceptuels, puisque le concept, c'est l'image intellectuelle de la réalité. Un raisonnement sans concept, un raisonnement vide, dit Hegel.
C'est un raisonnement fondé sur les entités. Et c'est pour ça qu'il est fragile et qu'il casse la gueule, excusez-moi de parler comme ça, actuellement. Tout à fait. Mais d'ailleurs, ce raisonnement-là, justement, sur l'idéologie issue de 1789, qui est artificielle, puisqu'il ne tient pas compte de la nature de l'homme, je l'ai démontré dans mon livre Le nationalisme français. Et je parle d'ailleurs, de la nation héritage et de la nation contrat, qui est artificielle. Et ça, c'est la démocratie. Alors, on peut, en démocratie, être amené à voter contre les intérêts de la nation, parce qu'on a eu une perception des choses artificielle qui a trompé. Oui. Je voulais réagir par rapport à une réunion que vous avez faite précédemment, par rapport au débat où vous parlez du détail, vous avez parlé par rapport au détail. Oui. Et vous avez dit que le principe d'un homme politique est de faire avancer cette idée. Oui. Et donc, je voudrais réagir par rapport à l'actualité, par rapport à ces niveaux. En fait, pour savoir, comme vous dites, il dénonce tout ce qu'a fait Sarkozy pour la Libye, sortir de l'OTAN. En même temps, il se dit gaulliste. Bon, après, il y a peut-être des côtés positifs et négatifs du gaullisme. Donc, ce qui pourrait dire qu'il est bien, parce qu'il essaie de faire avancer les idées de droite nationale, mais en même temps, en plus, il est, on va dire, poursuivi par le Qatar. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il est quand même un peu à contresens, sachant que Hidalgo a dit que le Qatar protégeait les homosexuels et les femmes. Et par contre, derrière, il est défendu par Golnadel, qui dit que le martyrologe palestinien est de la petite guerre à côté du martyrologe juif. Et qui pleurait les larmes sèches à cause de ça. Et donc je voulais savoir si à la fois lui, il est du bon côté, il essaie d'amener les gens vers le Front National petit à petit pour pas en gros leur faire monter les marches trop vite, parce que ça a été quand même diabolisé pas mal, mais que derrière, on va dire que le sionisme, l'extrême droite sioniste, essaie de les remettre dans leur escarcelle pour détourner ce bon vecteur de... C'est évident. Alors, première réflexion, observation. C'est tout de même curieux que ce soit le juif Golnadel, membre de France Israël, si je ne me trompe, qui défende Florian Philippot contre le Qatar, alors que Israël et le Qatar collaborent au bénéfice de l'État islamique. C'est même curieux. Encore une fois, une contradiction apparente. Alors là, je ne suis pas Marine Le Pen, mais incontestablement, cette femme a fait le pari de jouer la carte juive. Évidemment. Alors bon, on dira, c'est peut-être l'influence de son concubin, peut-être. Je ne sais pas si c'est suffisant. C'est curieux. Elle est persuadée qu'elle va y arriver. Moi, je ne crois pas, parce qu'on va la tenir en haleine et on lui demandera toujours un peu plus. Comme ça. Il faudra bouffer ses babouches, tout ce qu'on voudra. C'est comme ça. Et vous savez, vous ne savez pas quelle est ma thèse. Pour l'instant, la seule force constituée à droite, c'est le Front National. On n'est pas content d'un certain nombre de positionnements de ce Front National. Qu'est-ce qu'on fait? On se contente de se lamenter ou de cracher dessus, comme le fait Rivarol, ou on se dit, bon, puisque le Front National a été infiltré, pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas la monnaie de la pièce en infiltrant aussi pour pouvoir influer sur les élections internes et blackbouler un certain nombre d'individus? C'est tout. Pleurnicher, ça ne sert à rien, il faut agir. Il faut agir, après avoir mûrement réfléchi et peser le pour et le contre de telle et telle attitude. Parce qu'on dirait que Philippot a fait exactement ce que vous dites, peut-être en essayant d'infiltrer le Front National. Ah oui, il a fait de l'entrisme. Il a fait de l'entrisme. Aujourd'hui, tout ce qu'il dit, sortir de l'OTAN, tout ça, c'est intéressant. Mais... Alors, il dit des choses qui ne sont pas sans intérêt. C'est un bon débatteur, incontestablement. Bon, il y a d'autres choses qu'on peut lui reprocher. Comment? C'est le seul parti qui n'est pas financé par le Qatar. C'est vrai. C'est vrai. Donc là encore, voilà encore une contradiction. Sarkozy était financé par le Qatar. Oui. C'est pour ça qu'il a constitué Oui. le Conseil français du gouvernement. Oui. Qui a officialisé l'islam en France. Oui. Et vous avez vu les dernières déclarations de Valls au sujet de l'islam, hein, qu'il faut le consolider en France, etc., etc. Bon, vous vouliez poser une question? Oui. Vous nous dites que Pierre Hilard est régulièrement invité dans les grands médias. Et quels sont-ils? Ah ben, je les ai cités dans la politique. Si vous étiez abonné, vous le sauriez. À part un plateau de France 24, il y a
Ah non, non, 25 non, il y en a ans. plusieurs. Il y a eu le Figaro, il y en a eu plusieurs. Vous voyez, Et des chaînes de télévision. Pierre Hillard, vous voyez régulièrement Oui. les grands médias. Bah, il l'a été en tout cas. Ah, il l'a été. Mais, Écoutez, est-ce que... Bon, alors, renversons la proposition. Trouvez-vous normal sa position contre Poutine? je respecte vos deux thèses là-dessus. donc. Ah non, là, vous ne prenez pas parti, vous vous tirez des pattes. Non, mais moi je Alors, l'apprécie pour d'autres choses, par exemple. Non, non. Sur l'église conciliaire ou des Non. choses comme ça. Ils se considèrent, mais on parle de choses qui n'existent quasiment plus. Non, mais d'accord. Je regrette beaucoup, trouvez-vous normal ces attaques incessantes, malgré les mises en garde qui lui ont été faites, dont j'ai été en partie l'auteur, puis je ne suis pas le seul, sur son positionnement contre Poutine, qui va tout à fait dans le sens du mondialisme. Ça vous a pas... Non, ça n'a pas frappé. C'est un peu étonnant, mais c'est le seul point sur lequel. Ah ben c'est un peu étonnant, oui, mais c'est un peu embarrassant quand même. Parce qu'il est l'un des rares avec vous à dénoncer l'origine juive du mondialisme. Et ça, il y en a très peu dans nos milieux. Mais mon Dieu, mais ce sont des portants en moderne. Son dernier truc qu'il a fait sur le bouquin de Kingsley, d'abord c'est un livre qui remonte à 81. Ensuite, il nous dit naïvement, je viens de découvrir le noachisme. Le noachisme, il y a combien d'auteurs qui en ont déjà parlé, à commencer par mon père, dans Le secret des francs-maçons. Mais bon sang, il enfonce des portes ouvertes par d'autres. Non, je regrette beaucoup, cet homme-là, je ne le trouve pas honnête. Ouais, à la ligne. Je vous signale que Marine Le Pen a toujours été pro-juive et n'a jamais eu les idées de politique de son père. Mais je vous signalerai que son père a toujours été Bizarre. pro-sioniste. Oui, oui. Il a Toujours été pro-sioniste. Pro-sioniste et a participé à la campagne de Suez. Oui. Pour son portefeuille. Il semblerait qu'il y ait une dialectique entre deux pôles de pouvoir juif, le pôle sioniste dont le noyau dirigeant est en Israël, dirigé par M. Netanyahou, et le pôle juif de gauche en France, qui ne veut pas de Marine Le Pen, alors que les sionistes font la promotion de Alors, Marine Le Pen. c'est vrai en partie. C'est vrai, et là encore, on touche à la difficulté d'arriver à avoir un jugement tranché sur une situation. Il est évident qu'il y a une partie, y compris en Israël d'ailleurs, vous avez des juifs israéliens qui sont pour les Palestiniens, enfin tout au moins pour ne pas faire la même politique que fait Netanyahou. Bon, ben c'est très bien, mais alors qu'ils agissent contre Netanyahou, pas simplement des protestations. Je sais pas, il y a quelque chose d'ambivalent chez eux qui me dérange. La seule liberté que nous aurions, en somme, c'est qu'il y ait une dialectique entre la main droite et la main gauche. Alors, il y a aussi une autre différence que certains pointent du doigt, c'est la différence entre le juif mondialiste et le juif nationaliste israélien. Mais le problème, c'est qu'on retrouve les deux contre nous. Alors, je dirais que c'est un détail. Brièvement, vous dites Le Pen et la campagne de Suez, mais à cette époque-là, historiquement, toute l'extrême droite était sioniste, c'est l'effet Algérie française, ça. Oui, mais combien... Alors justement, Même Lucien Rebatté, vous faites bien, mais même, il n'y a pas de même Lucien Non, Rebatté. c'est le Lucien plus Rebatté était aussi le fruit d'une certaine époque qui n'avait pas peut-être tout à fait tout compris. Parce que je regrette beaucoup, la suite des événements est tout de même assez démonstrative. Qu'est-ce qui nous dérange dans la politique juive internationale et sioniste? Qu'est-ce qui nous dérange? C'est que tout doit être vu et décidé à la lumière de leurs intérêts, qui ne sont pas les nôtres. Point à la ligne. Alors que M. Rebatté ait eu tel ou tel complice de... J'en suis même pas convaincu. Je ne sais pas, vous l'avez vu. Je ne suis même pas convaincu. Et je regrette beaucoup. Ce matin, on a fait l'entretien. Les questions que l'on m'a posées, mais c'est invraisemblable. Sur la totalité des questions, il y avait au moins 80% des questions qui touchaient des faits, des scandales dans lesquels étaient impliqués des juifs. Ils sont partout, ils foutent, je regrette beaucoup, je m'excuse, ils foutent la merde partout. C'est tout, c'est une constatation scientifique. Et rappelez-vous, ce que je fais très souvent d'ailleurs,
ce texte remarquable de l'historien juif Bernard Lazare, dans son livre sur les causes de l'antisémitisme. Si à tout temps, à toutes les époques, sur des régimes différents, dans des peuples différents, etc., le peuple juif a eu des problèmes, c'est que les causes profondes de l'antisémitisme résident dans le peuple juif lui-même. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Heureusement qu'il y a des juifs honnêtes. Je ne suis pas antisémite, puisque je reconnais que certains juifs méritent notre estime. C'est tout. Alors il y en a certains que on voudrait plutôt les voir dégagés. Ah oui. Duprat était antisioniste. Quoi? J'ai pas entendu. François Duprat était antisioniste, il a été liquidé. Exactement, bien sûr. Mais bien entendu. Bien entendu. Alors eux ne s'embarrassent pas pour débarrasser le terrain de ceux qui les gênent. Rapidement, pour terminer sur Le Pen, s'il a été sioniste, à partir de 1987, il en a toujours pris le contre-pied, notamment la première guerre du Golfe, il a été le seul et l'un des plus courageux. Il y avait du fric derrière. Il y avait du fric. Contre la vie de tout son état-major à l'époque. Oui, alors Le Pen, c'est aussi un personnage curieux. Je l'ai très très bien connu parce que j'étais au Front National jusqu'en 93. J'y ai passé à peu près 3 ans. J'étais membre du comité central, donc je l'ai bien connu de l'intérieur. Et une chose qui m'a toujours frappé avec Le Pen, c'est quand on voit ses discours, sa capacité de dire tout et le contraire de tout. Un coup, il était anti-immigrationniste, un coup, il était pour les immigrés. Rappelez-vous, son discours, son fameux discours, deux fameux discours. L'un, était dans les années 60 à peu près, à l'Assemblée nationale, disant aux Algériens, vous êtes la jeunesse de la France. 56. Je préférais que les jeunes Algériens soient la jeunesse d'une Algérie qui tienne debout. Ça serait plus normal. Deuxièmement, le discours de Le Pen sur la dalle d'Argenteuil, vous n'êtes pas des beurs, des blagues, des ceci, des cela, vous êtes des citoyens français de la République, vous devez nous aider à reconstruire la République. Écoutez, flûte, pour pas dire autrement, c'est ça, flûte, ça va pas, c'est pas cohérent. À un moment donné, il ment. Il ment et il trompe les immigrés eux-mêmes dont il cherche à capter à certains moments les voix. C'est pour ça que cet individu m'horripile. Bon, d'autres questions? Oui, monsieur? Monsieur? Moi? Mais vous avez levé le bras, non? Oui, bien sûr. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Bocard-Massac. Bonjour. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit peu de retard dans le calendrier de l'élite mondiale dont vous parlez, justement, cette élite bancaire, maçonnique, qui justement accélère son calendrier, si je puis dire, parce qu'on voit sur l'Europe, la France notamment, à nouveau un 10e attentat sorti de nulle part, assez louche en plus, je connais bien l'entreprise de l'Air Product, donc moi je ne comprends pas comment on peut foncer sur des bouteilles et que pour pouvoir provoquer une explosion alors que les bouteilles sont prévues pour résister à des chocs assez conséquents. Mais bon, ça, comme vous dites, c'est une manipulation supplémentaire. Moi, je me pose la question de comment on peut retrouver son indépendance vis-à-vis justement de cette puissance d'argent Bonne question. occulte qui justement ont acheté les politiciens, les partis politiques. Et c'est un coup si Marine Le Pen est allée s'agenouiller devant eux, puisqu'elle est allée rendre visite à un membre éminent de l'EIPAC. Je pense qu'elle n'avait pas grand-chose à faire là-bas, et je pense qu'elle ferait mieux de s'adresser aux Français. Mais ça, c'est une aparté à part. La question est de savoir maintenant... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je ne sais pas si vous regardez le ciel, parce que je sais, mais vous avez pas mal de zébrages dans le ciel. Vous savez, ces avions qui pendent, il y a des gens importants comme M. Piquet, mais il n'est pas le seul, qui parlent de réduire drastiquement le poids de la population mondiale. Mais ça remonte à des années déjà. J'ai des textes que j'ai cités au moment de l'histoire de la grippe H1N1. Ah, bien sûr. Il y a des grands scientifiques qui ont dénoncé une politique anglo-américaine de réduction de la population mondiale. Mais les fondations Rockefeller et compagnie le disaient déjà, mais dans les années 50-60. Oui, c'est ce qu'ils font concrètement aujourd'hui. Oui, on tout à voit fait. bien des affections qui émergent. Tout à fait. Les gamins aujourd'hui, il n'y en a pas un qui n'a pas sa pompe, sa ventoline dans son sac. On voit bien que les êtres humains, j'ai envie de dire, sont de plus en plus fragilisés, de moins en moins renforcés. Tout à fait, mais c'est la pollution, ce sont les aliments qui sont pollués, c'est tout, c'est un ensemble.
Alors, le problème pour cette histoire de pollution, est-ce que c'est voulu dans un but d'éliminer le maximum de population? Je n'en suis pas sûr, parce que tout de même, de près ou de loin, ça concerne tout de même ces élites. Ce que je pense par contre, c'est que toutes ces sociétés multinationales, c'est l'appât du gain, qui fait qu'ils nous fabriquent tout et n'importe quoi, parce que ça va générer davantage de bénéfices. Et c'est un engrenage, c'est un cercle vicieux au sens propre du vicieux. Mais monsieur Pancard-Dassac, aussi, je pense que il y a un sujet qui est extrêmement important. Je pense que c'est aussi une des racines du mal profond de ce pays, y compris évidemment la Révolution française, la Révolution de France et d'autres. Tout ça, effectivement, participe à la gangrène qui ronge le pays, qui ronge, je dirais même l'ensemble de l'humanité. Il y a aussi cette pédophilie des élites, qui est un secret malsain, que les populations ne doivent pas savoir, parce qu'aujourd'hui, on sait parfaitement qu'il y a un enfant. Je pense que vous avez entendu parler des protocoles des sages de Sion. Mais pas que cela d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Tout y est annoncé dedans. Non, je sais. Pour moi, c'est pas un faux. Quand on veut, écoutez, regardez déjà l'éducation nationale, ce qu'on est en train d'en faire. Et toute cette promotion de la pornographie, pédophilie et tout ce qui tourne autour. C'est vraiment ce qui a été décrit dans les protocoles, c'est-à-dire qu'on abétit le citoyen, on le rend dépendant de ses vices. Comme ça, il est manipulable, on en fait ce qu'on veut. Vous avez la Cité des Sciences qui propose le vice sexuel avec TikTok, où on parle ouvertement de droits sexuels qu'on va proposer à des enfants. C'est-à-dire qu'on nous explique que c'est à partir de 9 ans que l'enfant peut accéder à mais modules, vous ne savez pas si bien dire. Un enfant qui a moins de 9 ans, c'est gratuit pour lui. Expliquez-moi. Vous ne savez pas si bien dire, parce que au moment... Attendez, ça remonte à quand ça? Il doit y avoir 6 mois, 8 mois à peu près. Il y a une directive de l'OMS qui donnait les directives sur l'éducation sexuelle. C'était pas triste, je vous garantis, mais ça commence quasiment au berceau. Ça commence au berceau, mais justement, le fait même de proposer à un enfant de découvrir sa sexualité un petit peu en avance, ça permettra d'ouvrir des droits sexuels aux enfants, de manière que lorsqu'un adulte, maintenant, abusera d'un gamin, ça sera mais c'est normal, il est consentant. Ça sera normalisé. Évidemment, réalité, mais évidemment, mais vous avez parfaitement compris le processus. Ça ne touchera pas l'homme du peuple parce qu'il n'est pas concerné par ça, il bosse 8 heures par jour, il n'a pas de santé. Tout à fait. Et ça va concerner les élites. Bien sûr, ce sont les élites qui font les lois. Comme Bendit, les autres qui se sont un petit peu lâchés. Comme Bendit, on aurait dû les couper, hein. Comme ça il n'aurait plus de tentation dans sa braguette. Il continue quand même de faire l'action à tout le monde. Oui. On nous invite aujourd'hui à lutter contre la désertification en Afrique pour éviter la ruine complète de l'Afrique, éviter ces migrations qui sont mauvaises pour les gens aussi qui sont obligés de faire ça. On nous invite même à améliorer le climat dans un sens favorable pour rendre la planète mieux habitable, c'est la dernière encyclique. Et il y a des projets qui sont possibles pour faire ça. Il y a par exemple la possibilité, si on le voulait, de canaliser au travers le Centrafrique, parmi les eaux du Congo vers le Sahel, donc pour reverdir le Sahara. Ça c'est aujourd'hui techniquement possible, sans grande difficulté, si on le veut vraiment. Et c'est le projet Transaqua, qui est un projet italien qui date il y a au moins 25 ans au moins. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut le faire sans, effectivement, comme vous l'avez dit à la fin de votre conférence, d'une manière ou d'une autre, faire une sorte de recolonisation. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Pas d'autre solution. Les gens qui disent je soutiens le projet Transaqua et qui condamnent la colonisation sont des hypocrites. Tout à fait. Tout à fait. Ces populations ne pourront pas y arriver sans notre aide. Et nous avons nous-mêmes aussi besoin d'eux. Mais de préférence chez eux. Parce qu'il n'est pas normal que l'on fabrique des déracinés qui ne sont pas bien chez nous, alors qu'ils pourraient être utiles au développement de leur pays. Ça tombe sous le sens quand même. C'est avec eux qu'on va. C'est avec eux, c'est pas contre eux, c'est avec eux. C'est avec eux, on y arrivera. Mais effectivement, ça va pas être facile.
Non, mais il faut... Vous savez, un architecte, quand il commence une construction, il commence par mettre les fondations. Hein, s'il monte les murs simplement sans fondation, ben, je regrette beaucoup, ça se casse la figure. Eh bien, c'est ce qui se passe. Bon, alors en plus de ça, nos gouvernants ne veulent même pas construire, ils veulent détruire. Autre chose encore. Y a-t-il d'autres... Oui? Il y a l'énigme du comportement du pape dans l'affaire des envahisseurs. Alors, mon cher ami, là, j'avoue que je me rends. Je me rends. Ce pape est absolument incompréhensible. Ça part dans tous les sens. Alors, il s'est dit mondialiste dernièrement, soi-disant, pour régler les problèmes de la planète, réchauffement climatique, bien entendu. Ensuite, il nous dit qu'il veut béatifier le père Deon, qui est qualifié d'antisémite. Alors, petite histoire du père Deon. C'est Jean-Paul II, le premier, qui a voulu le béatifier. Explosion de rage en Israël, pas question. Jean-Paul II, hop, père Deon dans le placard. Benoît XVI arrive au pouvoir, il remet l'affaire sur le plateau, explosion de rage en Israël, pas question, père Deon, hop, au placard, et Benoît XVI avec, puisque comme vous savez qu'il a été poussé dehors. D'où le titre de mon éditorial, ils l'ont eu. Rappelez-vous. Lui maintenant, s'est illuminé, le pape François vient nous dire « Ah, il faut béatifier un bon petit antisémite qui s'appelle le père Deon. » Bravo, oui, mais ça ne colle pas avec le reste. Et moi, les choses qui ne collent pas de façon cohérente avec le reste, je me dis il y a un problème. Ou bien c'est un esprit faux, et je pense fondamentalement que c'est ça. C'est un esprit faux. Peut-être matiné d'un homme qui veut qu'on parle de lui dans les médias. Ou bien il y a un problème. Voilà. Autre question? On passe à la dédicace des livres. Merci.